Somnifère, le podcast. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve. Et vous aurez vécu si vous avez aimé, écrit Alfred de Musset. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 8 décembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Madame Vasseur, une femme qui habite avec son mari un petit village isolé de Charente-Maritime. L'hiver approche et s'annonce particulièrement rude. Elle décide alors de le passer chez ses parents à Paris. Dans la capitale, elle prend goût à la vie mondaine, au dîner et aux fêtes. Elle redécouvre les plaisirs de la séduction et se surprend même à rêver d'autres passions. Mais les rêves sont-ils faits pour se réaliser ? C'est une jolie nouvelle de Maupassant intitulée « Réveil ». Et juste avant cela, une courte séance de relaxation pour accueillir décembre en douceur. Si vous aimez ce podcast et qu'il vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de prendre quelques secondes pour le noter ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Les jours se raccourcissent, les nuits se rallongent, il y a moins de lumière et moins de bruit. C'est la période idéale pour réfléchir, passer plus de temps à l'intérieur, prendre soin de soi et ralentir. Installez-vous confortablement, ajustez votre couverture et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Avant de commencer, je vais vous demander de prendre 2 grandes et profondes inspirations à votre rythme et de tâcher de bien évacuer les tensions à l'expire. À présent, je vais vous citer quelques idées, images, situations qui collent à cette période de l'année et je vais vous demander de les imaginer du mieux possible, dans les moindres détails, avec tous vos sens, tout en concentrant dans le même temps votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. On commence avec le plaisir de prendre un bain moussant. Boire un chocolat chaud. Allumer des bougies. Porter de grosses chaussettes en laine. S'installer près d'un feu de cheminée. Se préparer un thé bien chaud et porter la tasse à 2 mains. Porter un gros pull confortable. Sentir l'odeur des marrons chauds. Cuisiner un bon repas.
offrir des cadeaux. Flâner chez le libraire et choisir un gros livre. Passer du temps à ne rien faire avec quelqu'un qu'on aime. Pendant un court instant, laissez simplement votre attention dériver sur votre respiration, calme et sereine, et sur les mouvements de votre poitrine, à l'inspire et à l'expire. Si des pensées vous viennent à l'esprit, ne cherchez pas à les chasser, laissez-les simplement passer. Relâchez vos épaules, laissez-les aller comme si elles devenaient très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou. Le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Ce relâchement chemine maintenant le long de vos bras et de vos avant-bras. Et arrive à vos poignets et à vos mains. Vos deux bras sont complètement détendus. Relâchez votre ventre. Vos hanches. Vos cuisses. Vos genoux. Vos mollets. Vos chevilles. Et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps
et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maupassant, réveil. Depuis 3 ans qu'elle était mariée, elle n'avait point quitté le Val de Ciré, où son mari possédait 2 filatures. Elle vivait tranquille, sans enfants, heureuse dans sa maison cachée sous les arbres, et que les ouvriers appelaient le château. Monsieur Vasseur, bien plus vieux qu'elle, était bon. Elle l'aimait, et jamais une pensée coupable n'avait pénétré dans son cœur. Sa mère venait passer tous les étés à Ciré, puis retournait s'installer à Paris pour l'hiver, dès que les feuilles commençaient à tomber. Chaque automne, Jeanne toussait un peu. La vallée étroite où serpentait la rivière s'embrumait alors pendant 5 mois. Des brouillards légers flottaient d'abord sur les prairies, rendant tous les fonds pareils à un grand étang d'où émergeaient les toits des maisons. Puis cette nuée blanche, montant comme une marée, enveloppait tout, faisait de ce vallon un pays de fantômes où les hommes glissaient comme des ombres sans se reconnaître à 10 pas. Les arbres, drapés de vapeur, se dressaient moisis dans cette humidité. Mais les gens qui passaient sur les côtes voisines et qui regardaient le trou blanc de la vallée voyaient surgir au-dessus des brumes accumulées au niveau des collines les 2 cheminées géantes des établissements de Monsieur Vasseur, qui vomissaient nuit et jour à travers le ciel 2 serpents de fumée noire. Cela seul indiquait qu'on vivait dans ce creux qui semblait rempli d'un nuage de coton. Or cette année-là, quand revint octobre, le médecin conseilla à la jeune femme d'aller passer l'hiver à Paris chez sa mère, l'air du vallon devenant dangereux pour sa poitrine. Elle partit. Pendant les premiers mois, elle pensa sans cesse à la maison abandonnée où s'étaient enracinées ses habitudes, dont elle aimait les meubles familiers et l'allure tranquille. Puis elle s'accoutuma à sa vie nouvelle et prit goût aux fêtes, au dîner, aux soirées, à la danse. Elle avait conservé jusque-là ses manières de jeune fille, quelque chose d'indécis et d'endormi, une marche un peu traînante, un sourire un peu las. Elle devint vive, gaie, toujours prête au plaisir. Des hommes lui firent la cour. Elle s'amusait de leur bavardage, jouait avec leur galanterie sûre de sa résistance, un peu dégoûtée de l'amour parce qu'elle en avait appris dans le mariage. La pensée de livrer son corps aux grossières caresses de ces êtres barbus la faisait rire de pitié et frissonner un peu de répugnance. Elle se demandait avec stupeur comment des femmes pouvaient consentir à ces contacts dégradants avec des étrangers alors qu'elles y étaient déjà contraintes avec l'époux légitime. Elle eût aimé plus tendrement son mari s'ils avaient vécu comme 2 amis, s'en tenant aux chastes baisers qui sont les caresses des âmes. Mais elle s'amusait beaucoup des compliments, des désirs apparus dans les yeux et qu'elle ne partageait point, des attaques directes, des déclarations jetées dans l'oreille quand on repassait au salon après les fins dîners, des paroles balbutiées si bas qu'il fallait presque les deviner et qui lui faisaient la chair froide, le cœur tranquille, tout en chatouillant sa coquetterie inconsciente, en allumant au fond d'elle une flamme de contentement, en faisant s'épanouir sa lèvre, briller son regard, frissonner son âme de femme,
à qui les adorations sont dues. Elle aimait ces tête-à-tête des soirs tombants, au coin du feu, dans le salon déjà sombre alors que l'homme devient pressant, balbutie, tremble et tombe à genoux. C'était pour elle une joie exquise et nouvelle de sentir cette passion qui ne l'effleurait pas, de dire non de la tête et des lèvres, de retirer ses mains, de se lever et de sonner avec sang-froid pour demander les lampes et de voir se redresser confus et rageant en entendant venir le valet, celui qui tremblait à ses pieds. Elle avait des rires secs qui glaçaient les paroles brûlantes, des mots durs tombant comme un jet d'eau glacée sur les protestations ardentes, des intonations à faire se tuer celui qui l'eût adoré éperdument. De jeunes gens surtout la poursuivaient avec obstination. Ils ne se ressemblaient guère. L'un, M. Paul Péronnel, était un grand garçon mondain, galant et hardi, homme à bonne fortune, qui savait attendre et choisir ses heures. L'autre, M. d'Avancelles, frémissait en l'approchant, osait à peine deviner sa tendresse, mais la suivait comme son ombre, disant son désir désespéré par des regards éperdus et par l'assiduité de sa présence auprès d'elle. Elle appelait le premier le capitaine Fracasse et le second mouton fidèle. Elle finit par faire de celui-ci une sorte d'esclave attachée à ses pas, dont elle usait comme d'un domestique. Elle eût bien ri si on lui eût dit qu'elle l'aimerait. Elle l'aima pourtant d'une singulière façon. Comme elle le voyait sans cesse, elle avait pris l'habitude de sa voix, de ses gestes, de toute l'allure de sa personne, comme on prend l'habitude de ceux près de qui on vit continuellement. Bien souvent, en ses rêves, son visage la hantait. Elle le revoyait tel qu'il était dans la vie, doux, délicat, humblement passionné, et elle s'éveillait obsédée du souvenir de ses songes, croyant l'entendre encore et le sentir près d'elle. Or une nuit, elle se vit seule avec lui dans un petit bois, assis tous les deux sur l'herbe. Il lui disait des choses charmantes, en lui pressant les mains et les baisant. Elle sentait la chaleur de sa peau et le souffle de son haleine, et d'une façon naturelle, elle lui caressait les cheveux. On est dans le rêve tout autre que dans la vie. Elle se sentait pleine de tendresse pour lui, d'une tendresse calme et profonde, heureuse de toucher son front et de le tenir contre elle. Peu à peu, il l'enlaçait de ses bras, lui baisait les joues et les yeux sans qu'elle fît rien pour lui échapper, et leurs lèvres se rencontrèrent. Elle s'abandonna. Ce fut, la réalité n'a pas de ces extases, ce fut une seconde d'un bonheur suraigu et surhumain, idéal et charnel, affolant, inoubliable. Elle s'éveilla, vibrante, éperdue, et ne put se rendormir tant elle se sentait obsédée, possédée toujours par lui. Et quand elle le revit, ignorant du trouble qu'il avait produit, elle se sentit rougir, et pendant qu'il lui parlait timidement de son amour, elle se rappelait sans cesse, sans pouvoir rejeter cette pensée, elle se rappelait l'enlacement délicieux de son rêve. Elle l'aima. Elle l'aima d'une étrange tendresse, raffinée et sensuelle, faite surtout du souvenir de ce songe, bien qu'elle redoutât l'accomplissement du désir qui s'était éveillé dans son âme. Il s'en aperçut enfin, et elle lui dit tout, jusqu'à la peur qu'elle avait de ses baisers. Elle lui fit jurer qu'il la respecterait.
il la respecta. Ils passaient ensemble de longues heures d'amour exalté, où les âmes seules s'étreignaient. Et ils se séparaient ensuite énervés, défaillants, enfiévrés. Leurs lèvres parfois se joignaient, et fermant les yeux, ils savouraient cette caresse longue, mais chaste quand même. Elle comprit qu'elle ne résisterait plus longtemps. Et comme elle ne voulait pas faillir, elle écrivit à son mari qu'elle désirait retourner près de lui et reprendre sa vie tranquille et solitaire. Il répondit une lettre excellente en la dissuadant de revenir en plein hiver, de s'exposer à ce brusque dépaysement, aux brumes glaciales de la vallée. Elle fut atterrée et indignée contre cet homme confiant qui ne comprenait pas, qui ne devinait pas les luttes de son cœur. Février était clair et doux, et bien qu'elle évitât maintenant de se trouver longtemps seule avec Mouton fidèle, elle acceptait parfois de faire en voiture avec lui une promenade autour du lac, au crépuscule. On eût dit ce soir-là que toutes les sèves s'éveillaient, tant les souffles de l'air étaient tièdes. Le petit coupé allait au pas, la nuit tombait, ils se tenaient les mains serrées l'un contre l'autre. Elle se disait « C'est fini, je suis perdue. » Elle sentait en elle un soulèvement de désir, l'impérieux besoin de cette suprême étreinte qu'elle avait ressentie si complète en un rêve. Leurs bouches à tout instant se cherchaient, s'attachaient l'une à l'autre et se repoussaient pour se retrouver aussitôt. Il n'osa pas la reconduire chez elle et la laissa sur sa porte, affolée et défaillante. Monsieur Paul Péronnel l'attendait dans le petit salon sans lumière. En lui touchant la main, il sentit qu'une fièvre la brûlait. Il se mit à causer à mi-voix, tendre et galant, berçant cette âme épuisée au charme de paroles amoureuses. Elle l'écoutait sans répondre, pensant à l'autre, croyant entendre l'autre, croyant le sentir contre elle, dans une sorte d'hallucination. Elle ne voyait que lui, ne se rappelait plus qu'il existait un autre homme au monde. Et quand son oreille tressaillait à ces 3 syllabes, « Je vous aime », c'était lui, l'autre, qui les disait, qui baisait ses doigts. C'était lui qui serrait sa poitrine comme tout à l'heure dans le coupé. C'était lui qui jetait sur ses lèvres ses caresses victorieuses. C'était lui qu'elle étreignait, qu'elle enlaçait, qu'elle appelait de tout l'élan de son cœur, de toute l'ardeur exaspérée de son corps. Quand elle s'éveilla de ce songe, elle poussa un cri épouvantable. Le capitaine Fracasse, à genoux près d'elle, la remerciait passionnément en couvrant de baisers ses cheveux dénoués. Elle cria « Allez-vous-en ». Il se releva abasourdi, prit son chapeau et s'en alla. Le lendemain, elle retournait au Val de Ciré. Son mari, surpris, lui reprocha ce coup de tête. « Je ne pouvais plus vivre loin de toi, » dit-elle. Il la trouva changée de caractère, plus triste qu'autrefois. Et quand il lui demandait « Qu'as-tu donc? Tu sembles malheureuse. Que désires-tu » elle répondait « Rien. Il n'y a que les rêves de bon dans la vie. » Mouton fidèle vint la voir l'été suivant. Elle le reçut sans trouble et sans regret, comprenant soudain qu'elle ne l'avait jamais aimé qu'en un songe dont Paul Péronnel l'avait brutalement réveillée. Mais le jeune homme qui l'adorait toujours pensait en s'en retournant. Les femmes sont vraiment bien bizarres, compliquées et inexplicables.
Bonne nuit. Bonne nuit.